Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Vice Versa, votre rendez-vous hebdomadaire de débat et d'échange d'idées. Nous sommes ici au Parlement européen à Bruxelles pour parler justement de la politique européenne d'aide au développement. Et nous en parlons avec un acteur de terrain, un fin connaisseur du dossier, puisqu'il s'agit de M. Charles Goerens, député européen du Parti démocrate du Luxembourg et membre de l'Alliance libérale, mais aussi rapporteur permanent de la Commission du développement du Parlement européen. Et puis j'en passe, il a été ministre de la coopération, de l'environnement, de la défense et aussi ex-président du Club du Sahel. Charles Goerens, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de Vox Africa. Ce n'est pas la première fois, donc vous avez l'habitude. C'est toujours un plaisir renouvelé. Merci beaucoup. Alors avec nous aussi sur ce plateau, Dacha Ribeiro, que vous connaissez aussi, visage connu de Vox Africa, éditorialiste et journaliste, reporter et producteur à Vox Africa. Dacha, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, Monsieur Goerens, on va parler donc bien sûr du rapport de la Commission développement du Parlement européen, le rapport sur l'agenda for change, l'agenda du changement, c'est-à-dire la feuille de route, si on peut dire, de la réforme de la politique d'aide au développement de l'Union européenne, piloté par le commissaire Andris Piebalgs, donc commissaire à la coopération au développement. Et vous, en tant que rapporteur de la commission DEV, vous avez fait donc un rapport dessus avec des propositions. On va en parler, on ne parlera pas de tout, mais peut-être des points essentiels. On mettra ça aussi en relation avec le dernier sommet, donc le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement des ACP qui s'est tenu à Malabo, donc en Guinée équatoriale, tout récemment. Et Dacha, vous étiez présent justement à ce sommet. Il en est sorti la fameuse déclaration de Sipopo, qui trace un petit peu aussi les perspectives de ce groupe ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, qui regroupe justement cet ensemble de pays qui a un accord de coopération spécial avec l'Union européenne. Vous nous en parlerez et on fera réagir aussi M. Goerens là-dessus. Mais pour commencer, M. Goerens, moi quand j'ai préparé cette émission, et d'ailleurs ça fait partie parmi vos propositions un petit peu d'un point essentiel, vous dites des chiffres fiables, une exigence de sincérité, parce qu'on s'y perd un peu. L'Europe se vante souvent de dire qu'elle est la première institution mondiale, en tout cas la première région du monde à pourvoir l'aide publique au développement. Mais dans ces chiffres, on se trompe parce qu'il y a l'aide fournie par la Commission et puis aussi l'aide fournie par les États, la mise en œuvre par ces États. C'est un petit peu une cacophonie. Est-ce que vous avez, pour nous, pour nos téléspectateurs, une idée globale de quoi parle-t-on de cette enveloppe? On parle de 53 milliards d'euros qui se répartissent de la façon suivante. 80% de cette somme sont dépensés à charge et sous la responsabilité des 27 États membres. Les 20% restants éclatent en deux parties. L'une est réservée au Fonds européen de développement. Donc ça représente à peu près 10% de la totalité de l'aide des 53 milliards. Cette somme appartient aux États membres, mais elle est confiée à la Commission de Bruxelles à des fins d'exécution. À des fins d'exécution des programmes sous l'égide de l'accord ACP-Union européenne. Et puis, il reste une somme de 10%, appelée le DCI, Development Cooperation Instrument, instrument de coopération au développement. C'est en fait la seule partie qui transite par le budget de l'Union européenne et sur laquelle le Parlement européen a un vrai pouvoir de contrôle. Donc vous n'avez un pouvoir de contrôle que sur 10% des 53 milliards. C'est peu, ça. Oui, parce qu'on est dans le cadre d'un partage de souveraineté ou de compétences partagées plutôt. Les États membres sont prêts à s'engager de plus en plus dans une logique européenne. L'effort fait par un État membre n'est pas antinomique à ce que fait l'ensemble. Ce qui importe, c'est qu'il y a une vraie coordination entre les 28 acteurs, que sont les 27 États membres, plus la Commission. S'ils agissent dans le même sens, s'ils convergent dans leur politique, c'est bien. Il y a des critères selon lesquels on peut mesurer cette convergence. Il y a des objectifs auxquels on souscrit les 27 États membres, ainsi que le Parlement européen et la Commission. C'est le fameux consensus européen de développement, qui est en fait le socle doctrinal sur lequel est construite la politique de coopération au développement de l'Union européenne. On n'a rien trouvé de mieux à ce jour, donc je crois qu'il faut que ce socle soit pérennisé.
Il prévoit un niveau de déboursement important. On vise le 0,7% d'aide au développement d'ici l'an 2015. Il faut aussi que ça soit fait de façon efficace, coordonnée, et le tout, bien entendu, implique l'invention d'une politique, la définition d'une politique avec des principes et des principes d'action susceptibles de converger vers ce but. Alors, précisément, au point de vue des principes, dans votre rapport donc, de la commission DEF du Parlement européen, vous insistez sur 3 principes, celui de la cohérence, de l'efficacité, de la durabilité de cette aide. Alors, ça commence notamment, si on peut dire, au niveau de la cohérence. Je prends le principe de cohérence, c'est-à-dire d'une meilleure coordination entre l'action des États, vous l'avez dit, 80% de ces 53 milliards sont gérés par les États en propre, 20% par la Fed et puis 10%, donc c'est le budget en tant que tel, et qu'il faut une meilleure coopération entre les différentes institutions, à la fois les États, la Commission, et puis après les autres institutions, notamment donc, le Parlement européen. De ce point de vue-là, est-ce que vous avez encore l'impression aujourd'hui qu'il y a une sorte de cacophonie, sans parler aussi, si on peut ajouter à cela, l'action aussi du service extérieur de l'Union européenne, donc présidé par Mme Ashton, qui vient d'être créée, du côté en tout cas, ce que nous on peut vous dire, pour les fréquenter et leur poser souvent la question, du côté des partenaires de l'Union européenne, on s'y perd parfois. Parce que chaque pays a à la fois sa propre stratégie, liée parfois pour les pays comme la France, la Belgique ou d'autres, à des liens privilégiés peut-être avec leurs anciennes colonies, et alors à une politique un petit peu, si on peut dire, dans une sphère d'influence. Et puis il y a les exigences, vous l'avez rappelé, du consensus européen de développement, ce que veut faire la Commission, et puis ce que le Parlement aussi rappelle régulièrement comme principe et comme motivation pour cette aide publique au développement. Alors là-dedans, où se trouve la cohérence et est-ce qu'on va dans un mieux ou alors selon vous ça stagne ou ça s'empire? D'abord, on ne part pas de zéro. Faisons l'état des lieux. La politique n'est pas aussi bonne qu'elle pourrait l'être, mais elle est meilleure que la réputation que d'aucuns veulent lui faire. Il y a d'abord un problème de clarté. Il est vrai, lorsqu'on a 28 acteurs, il faut y voir clair. Pour y voir plus clair, il faut qu'ils convergent. Et il faut aussi qu'ils s'accordent sur une certaine répartition des tâches. La Commission va donner le bon exemple en disant on ne va pas s'impliquer dans plus de 3 secteurs dans un pays ou une région donnée. Donc on va laisser la place aux autres acteurs. Cette place laissée aux autres acteurs doit répondre au principe d'un bon partage des charges, donc ils doivent être complémentaires. Donc ce qu'on essaie de prévenir, c'est la duplication, exactement, la redondance, le comme on dit double aussi. emploi, Voilà. le gaspillage, sinon on dilapide les sous aux 4 coins du monde. Et puis bien entendu, il faut qu'il y ait un vrai dialogue politique entre les 28 hectares. Qui fait quoi, comment, quelle est la lecture de la situation? Est-ce qu'on partage vraiment tous la même lecture? Là aussi, on ne part pas de zéro, mais on est encore loin du compte. Les pays de la partie orientale de l'Union européenne regardent davantage vers le Caucase, vers l'Europe de l'Est, vers l'Asie proche, tandis que les anciens pays, les pays fondateurs, ont des liens plus solides avec leurs partenaires traditionnels qui auparavant étaient souvent leurs colonies. En tout cas, il y a là un travail à faire pour rassembler tous les acteurs autour d'une même idée. Et puis, bien entendu, on n'est pas seul dans le monde. Il y a d'autres acteurs avec lesquels nous devons aussi essayer de nous coordonner. Néanmoins, l'Union européenne, en tant que premier acteur du monde, ne devrait pas être trop modeste, ou bien celui qui est le plus fort essaie d'imposer ses valeurs, ses principes d'action, notamment lorsqu'ils sont acceptés par leurs partenaires, plutôt que de subir ce que font d'autres qui font beaucoup moins et qui ont plus d'arrière-pensée dans leur démarche que ce n'est le cas pour l'Union européenne. Alors précisément par rapport à ça, il y a 2 critères importants, vous le dites dans le rapport, notamment, donc c'était repris aussi dans l'Agenda for Change, mais vous insistez là-dessus, meilleure efficacité, vous avez dit ça, meilleure coordination, que chacun fasse son travail, une meilleure répartition, si on voulait, division des tâches, et puis après, différenciation, et alors ça c'est, si on peut dire, la touche aussi, avec celle aussi qui insiste sur l'appui au secteur privé, la création de richesses, où on parle plus de création de richesses, développement inclusif, plutôt que simplement lutte contre la pauvreté, mais encore il y a une articulation, et on reviendra notamment sur ce point un peu plus tard, mais différenciation notamment, pourquoi? Pour dire qu'il faut faire des choix, c'est-à-dire peut-être dans un contexte de raréfaction de l'argent, parce que l'Europe, on le rappelle, vit quand même un problème de la crise donc de dette souveraine de l'Europe, donc peut-être qu'il y a moins d'argent disponible, il y a d'autres acteurs émergents qui viennent, les BRIC,
Inde, Brésil, Chine. Et alors de ce point de vue-là, vous dites on ne peut plus donner autant à tout le monde, il faut faire des choix, justement dans un souci d'être efficace. Et notamment vous demandez, ou en tout cas vous appuyez l'idée de supprimer les fonds d'aide aux pays émergents, Chine, Inde, Brésil. C'est évident. Et cela ne vaut pas seulement pour des périodes de vache maigre budgétaires, ça vaut aussi pour des périodes budgétaires fastes. Cet appel à la responsabilisation, on l'appelle différenciation. Différenciation, ça veut dire on va rayer de la liste tous ceux qui pourront s'en sortir tout seuls. La Chine, l'Inde, le Brésil ont des taux de croissance économique très supérieurs aux nôtres. Ça aussi, pour les plus bas et les plus hauts, entre 5 et 15%. Donc ces pays dégagent des ressources suffisantes pour subvenir à leurs propres besoins. Et c'est aussi un peu une nuance à introduire dans le principe aide plutôt que commerce, ou commerce plutôt qu'aide. Exactement. Je crois qu'il faut les deux. On assiste à un phénomène très curieux. La globalisation crée des richesses, elle réduit les différences entre les nations et en même temps, elle accroît les inégalités à l'intérieur des États. Donc il y a un problème politique et les États doivent répondre à ce problème politique par leurs propres moyens s'ils en disposent, ou dans le cas contraire, ça doit relever de la solidarité internationale. Mais est-ce qu'en disant ça, M. Goerens, est-ce qu'il n'y a pas... On comprend peut-être le principe. Hein. L'idée, c'est de dire il faut mettre les moyens, surtout quand ces moyens deviennent rares, vers là où on en a le plus besoin, c'est-à-dire les pays qui, eux, n'ont peut-être pas atteint ce niveau de pays émergents. Mais en même temps, je veux dire, il y a aussi un aspect un peu d'honneur de leçon en disant à la Chine, au Brésil et à l'Inde, vous ne faites pas assez pour lutter contre la pauvreté chez vous. Est-ce que c'est à vous, l'Europe, d'être juge là-dedans? Non, c'est simplement un constat. C'est le constat que la Chine a été très performante, c'est que la Chine est en train de vivre un miracle économique. La même remarque vaut pour l'Inde. C'est plutôt admiratif. Et tirer les conclusions de ce qui justifie cette admiration. Ça vaut pour la Chine, pour l'Inde, pour le Brésil. Je vais le dire autrement. Le Portugal s'est engagé dans le cadre du consensus européen de développement de porter son aide publique à 0,7% d'ici l'an 2015. Or, il traverse une période extrêmement difficile. Il n'arrive plus à rejoindre les deux bouts d'un point de vue budgétaire. Les jeunes Portugais partent pour le Brésil pour trouver du boulot. Pour l'Angola aussi. Comment allez-vous expliquer aux Portugais qu'ils doivent faire des efforts pour aider un pays par la voie de l'aide publique au développement, alors que ces jeunes trouvent notamment des solutions matérielles à leurs problèmes, problèmes que le Portugal n'est plus à même de résoudre. Ça, c'est une situation totalement absurde. Donc il faut que chacun, selon ses capacités, interviennent pour éradiquer la pauvreté. Vous avez aussi des pauvres aux États-Unis, et ils se comptent par millions. Je crois que la solution qu'attendent ces gens ne doit pas relever de la solidarité internationale, mais de la politique sociale intérieure aux États-Unis. Dacha, une réaction? En fait, c'est vrai que cette dimension co-responsabilité, donc comme on dit accountability de chacun, c'est très important dans le contexte de la coopération internationale. Je rappelle qu'ici on parle vraiment de l'aide publique au développement. Et en fait, quand on parle de l'aide publique au développement, qui est une aide à fonds perdus, c'est vrai que la région du monde qui respecte de façon qui respecte mieux ça, c'est l'Union européenne. Hein. Donc je reste toujours dans l'aide publique au développement. Évidemment, avec les autres acteurs, ces dernières années, en ce qui concerne les pays ACP, donc en ce qui concerne l'Afrique en particulier, en fait, il y a des confusions. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui sont là et qu'on a oublié qu'ils mélangent en fait l'aide publique au développement et en fait d'autres formes de coopération, donc des investissements. Et tout ça devient vraiment une cacophonie et on se retrouve à dire aujourd'hui, non mais l'Europe, ça donne rien du tout. En fait, il faut qu'on sépare ça, parce que la meilleure façon d'appeler l'Europe à plus de responsabilités concernant l'aide publique au développement, et pas seulement, et même d'autres formes, je dirais, d'investissement dans ces pays ACP, c'est quand même au moins de reconnaître ça, qu'au niveau de l'aide publique au développement, ils sont, je dirais, les champions. Espérons qu'ils seront champions dans d'autres choses aussi.
Alors de ce point de vue-là, vous exigez aussi, enfin vous suggérez, si on peut dire, dans votre rapport, que l'implication de ces BRIC, hein, donc ces pays émergents, Brésil, Inde, Chine, elle soit aussi beaucoup plus marquée justement dans ces politiques de développement et notamment ce qu'on appelle l'aide tripartite, hein, tripartite ou triangulaire, voilà précisément, c'est ça le mot, entre l'Union européenne, un pays émergent et les pays du Sud. Et de ce point de vue-là, dites-nous 2-3 mots de plus. Quelles sont vos idées par rapport? Est-ce que pour vous, c'est ça l'avenir? C'est ça l'avenir de la coopération, de l'efficacité de la coopération au développement? Alors les principes d'action sur lesquels est basée la politique de coopération de l'Union européenne, coopération qui est le résultat d'un partenariat, pas question de les toucher, à condition que les partenariats restent toujours sur la même position. Ce qui complique les choses, c'est que le monde dans lequel nous vivons a profondément changé. 70% des pauvres aujourd'hui vivent dans les pays émergents ou émergés. Donc si vous voulez trouver une solution pour les objectifs du millénaire pour le développement, qui ne seront pas atteints comme prévu d'ici à 2015, il faudra trouver une solution, on n'a plus d'illusions là-dessus, hein, comme on dit dans le jargon, au post-2015. C'est-à-dire on a échoué, il va falloir continuer après 2015. Il y aura une conférence à New York. Moi, j'attends de l'Union européenne qu'elle interpelle les pays qui hébergent 70% des pauvres et que ces pays nous disent quels fonds ils sont prêts à mobiliser, quelles énergies ils sont prêts à déployer pour répondre aux besoins de ces pauvres. Parce qu'ils dégagent des ressources et ces ressources doivent être investies dans la lutte contre cette pauvreté. Il est quand même curieux de constater que depuis 1990, la richesse mondiale a augmenté. On est passé, je crois qu'on a créé 20 000 milliards d'euros de produits intérieurs bruts mondial de plus et on n'a pas réduit pour autant la pauvreté dans le monde. En même temps, il y a eu une croissance démographique aussi, hein, n'oublions pas ça. Hein. Oui, mais la croissance économique est très supérieure au taux de natalité. Je connais, il y a un effet mécanique où une partie de la croissance est neutralisée par le taux de natalité. Si vous avez 5% de croissance au Niger, en fait c'est 2% parce qu'il y a un taux de natalité de 3%. 3,3, voilà, exactement. Mais en Chine, vous n'avez pas un taux de natalité très important. Pourtant, vous avez des croissances de 10%. En Inde, pareil, et au Brésil, idem. Donc il y a là des marges qui sont mal utilisées. Donc la richesse produite, si elle sert à quelque chose, c'est aussi, entre autres, sinon en premier lieu, à réduire la pauvreté. Et pour la coopération triangulaire, vous n'avez pas parlé de ça? Coopération triangulaire, c'est une bonne chose, mais oui. Il faut expérimenter la chose et le prendre à la carte, en fait? Moi, je crois qu'il serait quand même bon de responsabiliser tous les acteurs et dire, voilà, qu'est-ce qui est bon pour nos partenaires, hein? La Chine vient en Afrique, elle dit, voilà, un pays X, je te donne 6 milliards. Je te prête 6 milliards, mais tu ne rembourses rien. Ça s'appelle les prêts concessionnels. Oui. C'est les prêts sur lesquels les Africains ne remboursent apparemment rien. En fait, ils sont pillés de leurs ressources minières ou pétrolières. C'est du troc, en quelque sorte. On vous donne de l'argent, ou alors plutôt la Chine construit des infrastructures et elle donne les Africains donnent en échange des matières premières. C'est du troc où j'ai l'impression que les Africains se laissent rouler dans la farine. Alors, les boulangers, ce sont les émergents qui vont piller l'Afrique de ses ressources. Mais vous savez ce qu'on répond à ça? C'est parce qu'avec la Chine, je veux dire, ils construisent les routes en 1 an ou en 2 ans. Les procédures, les contrats sont signés assez vite. Avec l'Europe, il faut 2 ans pour signer un contrat, puis il faut des études d'impact, des études de faisabilité, et la route elle n'est construite que 5 ans après. C'est-à-dire quand le pouvoir politique ne peut même pas, après, faire valoir devant sa population le temps de son mandat politique qu'il y a vraiment eu des résultats concrets sur le terrain. Je ne conteste pas cet aspect, mais moi ce qui m'intéresse, est-ce que la route qui a été construite en échange de pouvoir disposer d'une partie des ressources minières, est-ce que c'est équilibré? Est-ce que la route qui a été construite, est-ce qu'elle est surpayée ou est-ce qu'elle est sous-payée? Moi, je voudrais voir si les Africains ont été traités d'une façon équitable. C'est la raison pour laquelle je demande aussi que soient établies des études d'impact mesurant l'impact de la coopération chinoise sur les pays africains et l'impact de la politique européenne sur les Africains. Et si vous avez 2
évaluations objectives, basées sur des critères de pertinence, d'efficacité, de durabilité et d'équité, alors que vous aurez une base de comparaison pour voir qui a raison, qui a tort. Je reste toujours au niveau donc, de la question de l'aide publique au développement. C'est vrai que de ce côté-là, disons, les données que nous avons aujourd'hui concernant la Chine, disons, sont inférieures, je parle des données objectives, à ce que l'Europe, en fait, disons, aide. Hein. Mais là où l'Europe n'est pas championne, n'a pas été championne jusqu'à maintenant, c'est que, évidemment, pour le développement d'un pays, on ne peut pas compter seulement sur l'aide publique au développement. Donc il faut d'autres formes d'intervention. Et là-dessus, ces nouveaux acteurs, donc en fait, ils sont arrivés, disons, ils ont apporté des solutions que nous allons avoir l'opportunité, l'occasion de faire des études, en fait, comme vous dites, pour voir si c'est plus ou moins équitable. Mais là-dessus, en fait, ils sont dans le business, en fait. Et d'ailleurs, ils ne se le cachent pas pour le dire. Au début, on parlait un petit peu qu'il faut que le Sud aide le Sud, mais aujourd'hui, on parle clairement que c'est du business. Ce que l'Europe, en fait, parfois fait un petit peu, je dirais, sans le dire. Et d'ailleurs, il serait mieux, et c'est un appel, en fait, que l'Europe assume en tant qu'aussi partenaire du business, pas seulement de l'aide publique au développement, parce que l'Europe, c'est le continent le plus près, donc c'est le voisin de l'Afrique surtout. Donc il serait intéressant d'aller dans ce sens, vraiment dans ce sens, je dirais, du business. Parce que si l'Europe pense qu'avec leurs valeurs, en fait, je parle au niveau de droits, donc de droits de l'homme et tout ça, donc s'ils viennent pour le business, qu'ils peuvent être un peu plus équitable, ça serait intéressant et tant mieux pour les pays ACP, pour l'Afrique en particulier. Exactement. Et alors, moi, il y a un aspect, hein, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va essayer d'en parler aussi, notamment celui sur les droits de l'homme. Je ne conteste pas cela. Ah non. Moi, je ne conteste pas du tout cela. En quelques mots. L'Europe peut être un acteur en matière d'aide publique au développement, aussi être un acteur commercial, être un acteur, un partenaire industriel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la partie réservée, allouée sous forme d'aide publique au développement, soit exclusivement réservée à la lutte contre les pauvres. Et puis, toutes les autres coopérations doivent être conformes à cet objectif. C'est la raison pour laquelle nous préconisons le concept de croissance inclusive. Donc, il faut que les autres actions n'aillent pas à l'encontre de l'objectif de l'épanouissement des populations de notre pays partenaire. Justement, c'est là-dessus que je voulais revenir précisément, parce que vous insistez justement sur cette question de la croissance inclusive, et notamment dans l'Agenda for Change, l'agenda du changement, le commissaire Piebalgs met un peu plus l'accent sur les PPP, les partenariats publics-privés, c'est-à-dire l'aide au secteur privé, un peu dans cette idée de se dire que on se dit, on lutte contre la pauvreté, mais si on voyait ça par l'autre bout, c'est-à-dire création de richesse. Essayer de booster, de dynamiser le secteur économique. Alors vous dites, oui, c'est vrai, mais attention, n'oublions pas l'économie informelle, n'oublions pas tout ce pan de la société qui, lui, n'est pas dans le secteur économique, si on peut dire, réel, et qui risque d'être évacué si on alloue toutes les ressources là-dedans. Alors, c'est vrai, est-ce qu'en faisant ça, moi, la question que j'ai envie de poser comme ça, franchement, est-ce que ce n'est pas parce qu'en Europe, justement, tout ce budget, hein, et vous l'avez dit, 53 milliards, bon, avec toutes les subdivisions que vous avez précisées, c'est aussi une manne financière pour ce qu'on appelle tout le secteur des ONG. Et ce sont des gens qui font une pression énorme, notamment sur des personnes comme vous, c'est-à-dire des parlementaires européens. Et eux ont besoin aussi de vivre. Mais on ne développe pas un pays à partir des ONG. On développe un pays en créant des entreprises, en créant des industries. Et c'est ce dont ont besoin les pays africains avant tout. Ah non, l'essentiel transite par le canal de la coopération bilatérale. Hein. Bilatérale UE, Afrique, bilatérale États membres. Notamment par l'appui budgétaire. Oui. Non, les ONG remplissent un rôle absolument indispensable, un rôle de pont entre les sociétés civiles africaines et européennes. Elles peuvent intervenir là où tous les autres acteurs institutionnels ne sont pas souhaités. Mais elles ont tiré à boulet rouge hein, sur cet aspect-là de l'assistance sur le secteur privé dans la présentation de l'Agenda for Change de Piebalgs. Moi, j'étais là même à la présentation de cet agenda. Oui, parce que c'était mal expliqué. Je crois qu'il faut surmonter tous ces malentendus. Qu'est-ce que ça veut dire croissance exclusive ? Qu'est-ce que ça veut dire inclusive. Oui, croissance exclusive, c'est le contraire de croissance inclusive. Exactement. Oui. Hein, ce que font certains partenaires, aller piller les ressources en Afrique, c'est de la croissance, mais de la croissance exclusive. On exclut du fruit
la croissance, tous ceux qui en ont cruellement besoin. Alors, inclusive, ça veut dire prévoir, briser le tabou du secteur privé. On ne développe pas un pays africain sans passer par une solide phase d'industrialisation. Donc il faut mettre en place des infrastructures, donc il faut mettre en place des entreprises. Il faut qu'il y ait des investisseurs. Ces investisseurs doivent pouvoir bénéficier d'infrastructures. Les infrastructures qu'on crée doivent être financées en partie par les bénéficiaires. S'il s'agit de bénéficiaires commerciaux, ils peuvent payer leur part. Ils n'ont pas besoin de l'appui des États ou des institutions publiques. Par contre, les mêmes infrastructures peuvent aussi servir à des écoles, notamment les infrastructures en matière de transmission digitale, aux hôpitaux, aux services publics. Donc la partie qui est réservée à cela, les États en ont besoin, ne peuvent pas les payer. Je crois qu'il y a là une place pour le financement à charge du budget de l'Union européenne pour cette partie du financement. Donc vous avez là un public-private partnership qui fait sens. L'essentiel consiste à distinguer entre la partie solvable et la partie des clients non solvables. Une école, ça crée des richesses pour l'avenir. Une entreprise, ça crée des richesses immédiates. Ceux qui créent des richesses immédiates ont des moyens immédiats pour payer les services. Les autres, c'est l'État qui doit le payer. Si l'État n'a pas d'argent, ou bien on prive toute une génération qui est en train de préparer son avenir de l'accès à ces infrastructures qui sont quand même essentielles. Être dans le monde, c'est d'abord entrer dans le monde via le net, ou bien en rester privé. Si on veut désenclaver toute une partie du monde, il faut passer par cette partie. Alors là-dessus, j'ai envie de savoir où on est, parce qu'il y avait un projet européen là-dessus et le Parlement était très à la pointe là-dessus, ce qu'ont fait aussi les Américains, c'est-à-dire mettre en place une loi pour qu'il y ait une transparence dans les industries extractives. Vous l'avez rappelé, hein, oui. Quand vous avez parlé par exemple des Chinois qui font des accords de sorte de troc, hein, c'est-à-dire on exploite les ressources minières et en échange on construit des infrastructures. Et souvent, dans tout ce tas, on parle des hydrocarbures, mais aussi du cobalt, de l'uranium et tout ça, ce sont des accords où des multinationales américaines et européennes notamment le font parfois dans une opacité complète. De ce point de vue, est-ce que l'Europe est prête à mettre vraiment comme exigence qu'il y ait de la transparence? Parce que ça aidera vraiment les pays en voie de développement à faire un saut qualitatif, c'est-à-dire qu'ils pourront vraiment bénéficier du fruit de l'exploitation de leurs ressources. Tout à fait. Il faut que les entreprises européennes qui travaillent dans ces pays puissent montrer patte blanche. Ça doit être une obligation pour elles. Ça doit bien entendu être aussi une obligation pour nos pays partenaires de pratiquer la transparence. Donc si vous multipliez les plages de transparence, plus il y a de ces plages, moins il y a d'espace pour la corruption. Parce que comme on dit toujours, dans la corruption, il y a un corrompu, mais il y a un corrupteur au départ. Et c'est souvent le corrupteur qui a plus d'argent. Hein. Oui, oui. Voilà, exactement. C'est-à-dire quand une société, je ne vais pas en citer pour ne pas avoir des problèmes, mais vient en Afrique et signe un contrat à 5 milliards de dollars, je veux dire, pour le petit fonctionnaire du coin, je veux dire, avoir 100 000 dollars, c'est quelque chose, quoi. Il faut voir tout ça à travers le prisme de la responsabilisation, qui est le maître mot de la démarche. Responsabilisation des Européens, responsabilisation de leurs entreprises, responsabilisation de nos partenaires africains, responsabilisation aussi des parlementaires et de la société civile. Donc si vous avez responsabilisé tous ces acteurs, il n'y aura presque plus de marge pour la corruption. Il restera, ne soyons pas hypocrites, il restera une petite place pour la corruption, pour celui qui n'arrivera pas à arrondir ses fins de mois, mais c'est quand même loin de l'exploitation par les prédateurs, du type Mobutu, dont la fortune privée était supérieure à la dette extérieure du Zaïre. Mais de ce point de vue-là, est-ce qu'il y a au niveau européen je veux dire, une exigence, une résolution du Parlement qui va dans ce sens-là? Oui, il y a des efforts de la Commission très fortement soutenus et souhaités d'ailleurs par le Parlement européen. Très bien. Datcha? Donc en fait, c'est pour lier ce que M. Goerens vient de dire au sommet, au 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement ACP qui vient de tenir lieu. En fait, dans la déclaration qu'ils ont sortie à la fin, les chefs d'État, déclaration de Sipopo, donc
les 80 chefs d'État, de gouvernement et de représentants, en fait, il y a un aspect important, c'est que eux tous, ils signent précisément pour une meilleure gouvernance, donc un état de droit, ce qui veut dire que le groupe ACP donc, ne met pas ça en cause, comme à contrario de ce que parfois, disons, on entend ici et là, surtout de la part même de certaines sociétés civiles en fait. Hein. Mais maintenant, c'est la question, je dirais, il faut que tout le monde en fait participe, que chacun prenne sa responsabilité. Oui. La question, ce n'est pas seulement en fait de dire oui, mais les chefs d'État donc ne respectent pas. En fait, si on a un environnement qui contrôle, évidemment il y a les parlements et tout ça, mais tout le monde, chaque citoyen, oui. Et ça, j'ai envie de dire que c'est aussi valable par rapport à la question de l'aide publique au développement, car il y a eu tellement d'argent, il y a eu tellement d'efforts. Et en fait, la perception aujourd'hui dans beaucoup de pays des ACP, et même une certaine perception dans les pays européens, c'est que ça a raté. Or, aujourd'hui, moi j'ai envie de nuancer, hein, de dire qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, mais il va falloir, parce que je crois que vous avez proposé que l'année 2015 soit... L'année européenne pour le développement. Oui, en deux mots, pourquoi ? Pourquoi l'année 2015 ? Je crois qu'il va falloir... C'est le terme des OMD, c'est ça ? Il va falloir thématiser la question parce qu'on a tendance à raconter un peu n'importe quoi sur la coopération au développement. D'aucuns disent arrêtons cette rigolade, d'autres disent c'est cruellement nécessaire. Moi, lorsque j'ai affaire à des gens qui gèrent notamment le fonds de lutte contre le sida, la malaria et la tuberculose, ils disent on manque cruellement de moyens. L'annulation du 11e round, ça prive certains de l'accès aux antirétroviraux. Bien sûr, il y a des vies derrière ça. Donc c'est des morts annoncées. Hein. On parle ici des questions de vie ou de mort. Hein. Et puis, faisons un peu le bilan. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, notamment dans les secteurs sociaux de base. Hein. Tous les hôpitaux construits. Mais il y a la perception, vous savez. Il y a la perception, mais la perception, c'est... oui... Ce qui reste dans la mémoire, ça diminue. Hein. La mémoire élimine, la mémoire oublie, la mémoire sélectionne. Ce qui reste, c'est les faits quand même établis. Il y a des rapports quand même qui établissent ce qui a été fait. Il y a eu des évaluations depuis la fin des années 90. On est parti d'une façon assez mal préparée, parce que c'était une terre pionnière. Donc les anciens dominateurs devenaient des partenaires. Pour les deux, c'était difficile. Hein. Mais je crois qu'on a assez bien réussi. Aujourd'hui, l'aide n'est plus liée. Oui. Donc elle est dépensée de façon purement gratuite. Non pas sans fondement, mais elle ne véhicule plus les arrière-pensées qu'elle pouvait encore véhiculer dans le temps. Pourtant, il faut toujours rappeler cette exigence de faire une aide déliée en quelque sorte. Et il y a un épisode qui s'est passé récemment lors de la coopération, la négociation du contrat C2D, c'est-à-dire contrat des endettements développement entre la France et la Côte d'Ivoire. Pierre Moscovici, pourtant ministre d'un gouvernement socialiste, a voulu faire une aide liée pour ce qui est tout le secteur des infrastructures. Heureusement, Pascal Canfin, ministre délégué au développement, qui est un ancien de vos collègues, puisqu'il était député européen ici, avec l'arbitrage du président François Hollande, ont pesé, si on peut dire, dans la balance pour que ce ne soit pas fait. Ça veut dire que il y a parfois des relents encore de cette volonté de puissance, cette volonté de domination. Surtout en période de crise. Surtout en période de crise, exactement. Oui, mais ça justifie le maintien d'un poste réservé à la coopération au développement. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un au gouvernement qui ait l'autorité suffisante et qui soit appuyé en cela par notamment le chef de l'exécutif pour rappeler les principes auxquels ont souscrit tous les États, y compris la France. Donc Pascal Canfin a fait rappeler que ce à quoi la France avait souscrit. Alors, il nous reste 2 minutes. En 2 mots, c'est vrai que c'est très peu pour en parler, mais il y a toujours un aspect intéressant dans les rapports justement sur les politiques au développement, c'est la question des droits de l'homme, parce que c'est à la fois une question importante, hein, si on pourrait dire même centrale, mais une question souvent, comme on dit, qui crée la polémique, c'est parfois les sujets qui fâchent. Alors vous le dites dans votre rapport, qu'il faut que le respect des droits de l'homme soit bien sûr inscrit selon les principes justement de la coopération de l'Union européenne, mais pas simplement au niveau des conditionnalités qu'il y a peut-être
moyen de le faire autrement. Et notamment, moi je prends pour un exemple ce qui s'est passé avec l'Ouganda, le Malawi et je pense aussi le Burundi, sans en être certain, la question par exemple de la condamnation de l'homosexualité. C'est vrai que de ce point de vue-là, l'Europe a pesé du poids sur la balance en menaçant parfois, même en suspendant parfois, certaines lignes budgétaires d'aide pour des pays qui, selon leur culture, ont condamné l'homosexualité. On peut être pour ou on peut être contre, mais en même temps, on ne va pas priver tout un pan de la population, comme vous l'avez dit, des programmes sociaux, simplement parce qu'il y a ce conflit culturel. D'abord, il y a deux choses. Le principe de non-discrimination est universel. Pour nous, c'est une valeur universelle non négociable. D'un autre côté, on comprend les réactions des Africains qui se voient transformés en receveurs de leçons, notamment l'Ouganda. Ce n'est pas eux qui ont inventé la pénalisation de l'homosexualité. Ça leur a été imposé par les Britanniques. Donc le paragraphe, aujourd'hui incriminé, notamment par des parlementaires britanniques, fut imposé aux Ougandais par la puissance coloniale. Donc voilà un retournement de l'histoire. Je crois qu'il faut surmonter ces difficultés, rester dans le dialogue, rester ferme sur les positions. En faire un élément de conditionnalité, on peut être intégriste dans tous les domaines, on peut aussi suivre les principes de la politique des petits pas. Moi, je suis pour la politique des petits pas. Je crois que c'est ça qui nous va faire avancer le plus vite. Nous avons dit fermement ce que nous pensons de la condamnation de l'homosexualité dans certains pays et par certains pays. Qui nous disent à raison, il y a des pays de l'Union européenne qui, il y a 20 ans, pratiquaient encore le même traitement vis-à-vis de leur minorité homosexuelle. Donc, s'agissant des progrès qu'on a fait en Europe en si peu de temps, je reste aussi confiant pour les progrès que l'on pourra faire en Afrique. Donc continuer le dialogue et le faire, comme vous dites, de petit à pas. Un mot peut-être, Dacha? Donc, ce serait intéressant que cette année 2015, en fait, soit une année où on publie, en fait, disons, la plupart des évaluations qu'il y a eu jusqu'à maintenant sur l'aide publique au développement dans les pays ACP. Parce que le public, la population, en fait, ne connaît pas. Et ça reste vraiment limité, disons, dans certains bureaux. Parce que là-dessus, si la perception va dans le mauvais sens, ça peut être corrigé. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'espère que 2015, ce ne sera pas seulement une année où on laissera parler les comptables, mais où on pourra aussi mettre en exergue un peu la dignité qui aura été retrouvée par ceux qui ont bénéficié du partenariat Europe-Afrique. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour cette explication de façon très pédagogique et dans un dialogue assez franc et sincère. Monsieur Charles Goerens, je rappelle que vous êtes le rapporteur permanent de la Commission développement du Parlement européen. Merci en tout cas pour cet entretien. Merci aussi à vous, Dacha Ribeiro, ici même sur Vox Africa. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à votre chaîne panafricaine. On se retrouve prochainement sur Vox Africa. À bientôt, au revoir.